Infrastructures de transport et mobilité. Bien. Je vous rappelle que notre engagement de mandat, c'est la mobilité partout et pour tous. Et après 2 ans de mandat, l'année 2018 va être une année essentielle dans la mise en œuvre sous toutes ses dimensions de cette politique. Alors, nous avons un certain nombre d'axes stratégiques qui sont présentés là. Ces axes stratégiques visent à faire en sorte que les investissements soient directement au service du fonctionnement. Et ce que l'on va proposer sur l'année 2018, c'est qu'effectivement on revoie l'ensemble du contrat de plan, qu'il soit ferré, routier ou autre, pour que, l'avion aussi, pour qu'effectivement les investissements soient directement productifs en matière de mobilité au quotidien. On aura donc, la présidente l'a dit, au mois de mai, à traiter de l'ensemble de ces problématiques et notamment sur l'acquisition de matériel, sur les investissements ferrés. Nous aurons une lecture du contrat de plan et des mouvements sur certains travaux prévus pour massifier là où il y a un retour sur investissement fort. Donc tout en maintenant la même quantité, essayer de faire en sorte qu'il y ait des retours sur les dessertes du quotidien. D'autre part, la présidente l'a dit, au mois de mai, nous aurons fait le travail d'évaluation à 10 ans sur les travaux qui sont nécessaires. Ceux qui peuvent être réalisés, c'est la commande que l'on a faite à SNCF Réseau, indépendamment des financements existants actuellement. Et nous sommes prêts au budget supplémentaire à amener l'argent manquant pour qu'il n'y ait pas de rupture de charge dans la réalisation de ces travaux. Que ce soit des travaux routiers hors contrat de plan, comme la RCEA, où effectivement, on voit jusqu'en 2020 et après. Si on ne se préoccupait pas dès maintenant de cela, on va commettre une erreur historique. Et là, je sais que toutes les collectivités sont derrière nous. C'est la même chose sur certains investissements de mise en accessibilité de gares, où je pense aux 2 principales, que ce soit Besançon, où l'on sait qu'il y a des travaux complémentaires à ce qui était prévu, qui ne sont pas financés, ou la gare de Dijon, la mise en accessibilité, il y a un programme de 20 millions, mais il n'y a que 10 millions de financés actuellement. Il n'y a que 10 millions de financés actuellement. Et donc, ce que l'on vous proposera, allant dans le sens de ce que Alain Joyandet demandait, c'est qu'effectivement, dans nos compétences, eh bien, on accélère ou on évite la rupture de charge pour réaliser. Et puis, c'est aussi une appréciation un peu différente des choses par rapport à ce que l'on a fait. Nous travaillons sur la desserte, sur les dessertes ferroviaires dans le cadre de la Convention. J'en dirai quelques mots après de la Convention. Mais notre objectif, par exemple, entre Nevers et Dijon, est d'arriver à faire en sorte que des Nivernais ou des Neversois puissent venir à Dijon en demi-journée et repartir en demi-journée dans des temps accessibles, et l'inverse pour les Dijonnais, avec 3 bolides supplémentaires qui réaliseront la desserte en 1h05. C'est réalisable, c'est possible aujourd'hui. Sauf que
Il y a une dégradation du réseau. Il y a une dégradation du réseau. 2h05, 2h05. Non, ça c'est 2h05. C'est bien de m'écouter, ça me corrige. Donc, en 2h05. Sauf que, si on n'intègre pas dans notre réflexion l'état du réseau, son évolution pendant la durée de la Convention, c'est-à-dire jusqu'en 2025, 8 ans, on va se trouver avec une dégradation prévisible qui, dès 2020-2021, va nous rajouter, parce qu'il y a des ralentissements qui vont se faire à travers le temps, parce que ce sont des lignes 7 à 9 où SNCF Réseau ne va plus du tout, on va se retrouver avec entre 10 et 15 minutes qui vont être ajoutées. D'où l'idée, et c'est ce qu'on vous présentera au mois de mai, parce qu'il faut qu'on ait ce travail ligne par ligne, d'où l'idée de globaliser et de faire, de financer les 15 ou 20 millions qui sont nécessaires pour ne pas avoir cette dégradation dans le temps, parce que ça ne sert à rien de faire une bonne desserte théorique et de l'avoir au fil du temps, parce qu'il n'y aura pas eu les investissements faits en même temps, une dégradation. Donc c'est cette politique globale que l'on va présenter, avec naturellement un focus tout particulier sur ce qui était prévu dans le contrat de plan, et donc essayer de faire en sorte que réellement tout ce qui est prévu soit fait. Si on peut mettre plus parce que c'est nécessaire, le faire immédiatement. Ensuite, on a donc dans cette année la nouvelle convention TER, où le mandat de négociation, et ça serait bien que tout le monde le relise, le mandat de négociation, et nous sommes toujours sur ce mandat de négociation, il était voté au mois de mars dernier. Sauf que nous avons énormément de difficultés, ne serait-ce, je vous l'ai dit, pour certaines dessertes que l'on doit faire. Nous avons aussi des difficultés parce qu'il est très innovant par rapport aux pratiques anciennes. Nous voulons reprendre la main, être vraiment autorité organisatrice de transport par rapport à la SNCF. Nous voulons qu'il y ait effectivement des trains qui partent à l'heure, et si possible qui arrivent à l'heure. Nous voulons que l'on intègre aussi le fait que la SNCF ne va plus être l'opérateur unique, et ceci possible dès 2019, mais certains dès 2023. Donc c'est une inversion totale de rapport avec la SNCF. Nous voulons aussi que la communication ne soit plus une communication comme on l'entendait, c'est-à-dire on parle uniquement à ceux qui prennent le train, mais l'objectif est de faire venir des personnes qui ne prennent pas le train vers le train. Et tout cela, c'est autant de révolutions culturelles que l'on demande. D'autre part, on veut, parce que nous sommes dans l'intermodalité, à terme, pouvoir distribuer nous-mêmes un titre de transport unique permettant d'un point à un point B et utilisant tous les moyens de transport possibles. Parce que c'est ça l'avenir. Je vais vous dire une chose, quand on parle des systèmes d'information, des calculateurs d'itinéraire, il y a Trainline qui est un opérateur, calculateur d'itinéraire, et qui vont des trajets à travers toute l'Europe par le train, qui m'a envoyé hier un mail en disant « Nous avons intégré votre nouvelle donne tarifaire pour les occasionnels de plus de 26 ans dans notre réseau, parce que ça nous semble intéressant, et dans la chaîne de mobilité qu'ils vont vendre par le train, c'est référencé comme cela. » D'où l'idée que nous avons d'avoir ce système d'information multimodal régional, qui intègre toutes les mobilités organisées et qui permettent justement d'être notre propre organisateur de ces mobilités avec les agglos qui ont cette responsabilité. Donc ça, c'est aussi ce que l'on va faire à travers Mobigo 3, qui va dans un premier temps, dans son statut actuel, s'étendre à la Franche-Comté, et qui va, à partir du second semestre, être vraiment un système en temps réel interactif donnant les renseignements immédiatement.
Donc voilà cette architecture que nous faisons. Elle va se compléter par la décision qui a été annoncée hier suite aux assises de la mobilité. On a donc aussi allé beaucoup plus loin parce que actuellement, les Français ne sont pas égaux vis-à-vis des transports. Il y a des formes d'inégalité qui limitent les mobilités. Et on sait que, notamment dans les territoires à faible densité, éloignés des réseaux organisés, certaines personnes aussi qui ont des difficultés à utiliser des équipements de mobilité, et puis la problématique aussi de certains quartiers difficiles de rénovation urbaine aussi, où des problèmes de mobilité sont là. Donc, ce que moi j'ai porté au nom de Régions de France dans l'atelier que j'ai animé, c'est cela. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'on s'intéresse à toutes les mobilités. Parce qu'actuellement, on est vraiment focalisé sur la performance du train, en oubliant que tout le monde n'a pas un train qui passe à 10 km de chez lui. Et pourtant, tout le monde a ses problèmes de mobilité. Et il y a une double exclusion, une exclusion des territoires, une exclusion sociale. Et l'ambition que nous avons, c'est de résoudre cela. Et par anticipation à ce que la loi amènera, nous souhaitons avoir des partenariats avec les territoires, définir une notion de territoire à mobilité inclusive, dire faire en sorte que personne ne soit, et solidaire, ne soit à l'extérieur des solutions de mobilité. Cela va passer par un pacte dans les territoires, un pacte avec les territoires et avec les départements. Parce que les départements ont la compétence routière et ont aussi la compétence solidarité. Et ils aident déjà, directement ou indirectement, un certain nombre de solutions qui foisonnent sur les territoires, mais qui ne sont pas coordonnées, qui ne sont surtout pas mises en relation. Non, Monsieur le Président, au nom de la solidarité, vous aidez, je peux vous donner des exemples, des plateformes de mobilité. Mais vous en financez encore d'autres départements aussi. Au nom de la solidarité, vous aidez d'une façon ou d'une autre des solutions de mobilité actuellement. Non, mais je vous dis, la loi va évoluer dessus. On verra. Donc c'est d'avoir ce pacte, c'est d'avoir... Vous financez des plateformes de mobilité actuellement, mais des départements, enfin j'ai fait l'inventaire de tout ce qui se passe à travers toute la France, je vous le dis c'est clair. Sauf que, non mais en Côte d'Or, je préside une mission locale, vous la financez sur la plateforme de mobilité du Châtillonnais. Oui, mais je vous dis, mais justement, quand on intègre la mobilité, et l'idée est que, effectivement, toutes ces solutions de mobilité, travaillées territoire par territoire, toutes ces solutions de mobilité puissent être mises sur ce système d'information multimodale régional pour que tout le monde en ait connaissance, le portail connaissance se fasse et que réellement, quel que soit le lieu du territoire, on a cette complémentarité de tous les modes de transport organisés et habituelles, où toutes les solutions de mobilité qui sont à faire naître et à développer sur le territoire. Donc voilà l'ambition que nous avons à travers le système d'information multimodal Mobigo 3, avec naturellement la partie qui porte sur l'interactivité et sur la nécessité d'avoir cette réactivité. C'est donc une nouvelle architecture que l'on propose et dans le cadre des compétences que la région soit l'architecte de ces mobilités en partenariat avec ceux qui ont aussi leurs compétences sur le secteur urbain d'agglo, c'est-à-dire les AOM, autorités organisatrices de mobilité, qui travaillent avec le versement transport. Pour terminer, le chiffre que représente ce budget, et puis M. Pascal Grappin avait demandé des informations, eh bien je les donne dès mon budget. Ce matin, vous avez demandé des informations, donc voilà, les mobilités représentent cette année
investissement et fonctionnement un montant de 510 millions d'euros. 510 millions d'euros. En AP, nous sommes à 472 millions d'euros total. L'année dernière, nous avions en APAE 419 millions d'euros. Je vous donne les chiffres que vous demandiez. Non, mais c'est sur la partie rouge là, si vous voulez, à la place de 43 millions 872 l'année dernière, nous avions 37 millions 371. 37 871. En fonctionnement, nous avions 382 430. C'est l'intégration sur toute l'année des compétences de transport. Et en CP, l'année dernière, nous avions 88 657. Et cette année, nous avons 85 201. Et en fonctionnement, nous avions l'année dernière 425 035 et l'année dernière, nous avions 383 694. Voilà. J'en ai terminé. J'ai fait 16 minutes 13 secondes, mais je suis certain que j'aurai à reprendre la parole sur tel ou tel point.